La parole est maintenant à Madame Isabelle Attard. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. La ligne à très haute tension Cotentin-Maine acheminera l'électricité produite par le futur EPR de Flamanville. Elle est installée par Réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF à 100%, elle-même possédée à 84,5% par l'État français, qui est donc responsable de ce chantier. Dans ses brochures grand public, au chapitre « Les lignes très haute tension sont-elles dangereuses pour les riverains ?», RTE écrit « Sous les lignes, prudence, restons à distance ». Du propre aveu de RTE, les lignes THT sont donc dangereuses, ce que suggèrent les trop rares études épidémiologiques sur le sujet. Et pourtant, RTE construit cette ligne THT sans concertation avec les riverains, en n'hésitant pas à bafouer la loi. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, si demain, une entreprise venait chez moi ou chez vous, abattre vos arbres, défoncer votre terrain et construire un pylône de 90 mètres de haut sans en avoir reçu la moindre autorisation, que feriez-vous ? Comme moi, comme n'importe quel citoyen, vous vous placeriez devant les bulldozers. Et c'est ce que les propriétaires ont fait. Ils ont fini en garde à vue. Il est intolérable que des citoyens qui s'opposent légalement à un déni de leurs droits soient traités comme des criminels. Jeudi 13 septembre 2012, la justice a condamné RTE pour voie de fait sur un agriculteur de la Manche. Et demain, 11 octobre, d'autres propriétaires seront au tribunal face à RTE pour pénétration illégale sur une propriété privée. Quand on parle d'éoliennes, on nous oppose des problèmes d'acceptabilité largement fantasmés. En matière d'acceptabilité et aussi d'impact sur le paysage, on fait preuve de beaucoup moins de précautions quand il s'agit de la THT. Nous refusons ce deux poids, deux mesures. Je pense que, comme moi, Madame la Ministre, vous désapprouvez la méthode de travail agressive de RTE. Mais quand annoncerez-vous la mise en place d'une réelle concertation entre RTE et les riverains qui n'a que trop tardé ? Merci. Merci. La parole est à Madame Isabelle Attard. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'habite à 100 km des réacteurs nucléaires de Flamanville. C'est donc la députée, la citoyenne et la cliente d'EDF qui s'interrogent aujourd'hui. La Cour des comptes m'avait averti en janvier dernier, comme des millions de Français, que le coût au mégawattheure de l'EPR serait d'au moins 70 €. Nous avons appris hier l'annonce par EDF d'une nouvelle augmentation du coût de l'EPR de Flamanville. Revenons rapidement sur l'évolution du coût de ce projet. Initialement estimé à 3,4 milliards d'euros, il est passé à 4 milliards en 2008, 5 en 2010, 6 en 2011 et enfin aujourd'hui à 8,5 milliards d'euros. Qui peut croire que ce coût n'augmentera pas à nouveau de plusieurs milliards avant l'éventuelle mise en production en 2016, si tant est que l'échéance ne soit pas une fois de plus reportée. Ce projet industriel lancé à l'aveugle est déjà un échec. La question de sa rentabilité n'est plus posée, elle est réglée. Comme l'a démontré la commission d'enquête sénatoriale en juillet, jamais le prix de revient du mégawattheure d'origine EPR ne sera compétitif. Il dépasse d'ores et déjà celui du mégawattheure d'origine éolienne. Le coût du traitement des déchets et du démantèlement des centrales a été trop longtemps ignoré, occulté et masqué dans les calculs de rentabilité. De plus, la filière éolienne génère à production égale au moins 2 fois plus d'emplois que la filière nucléaire. Le choix du développement nucléaire a depuis toujours été partisan plus que financier. Il est largement temps d'ouvrir les yeux sur les vrais chiffres du coût de l'énergie en France. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire quand aura lieu la réorientation de l'argent public vers des sources d'énergie renouvelables propres qui nous offriront enfin notre indépendance énergétique ? Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Un foyer français sur 2 n'a pas les moyens de se chauffer correctement. Je ne vous raconterai pas l'histoire de la petite fille aux allumettes d'Andersen. Le sujet est bien trop grave pour s'en remettre au conte de Noël. Un foyer français sur 2 est mal chauffé. Cela signifie que nous connaissons tous des familles concernées par ces difficultés. C'est votre voisin retraité, pourtant propriétaire de son pavillon, qui n'a que 16 degrés chez lui. C'est l'étudiant qui donne des cours du soir à vos enfants qui a une fenêtre qui ferme mal. C'est la famille qui, face à 2 années d'attente pour obtenir un logement social, se retrouve à louer un appartement, certes, pas forcément insalubre, mais qui coûtera 3 500 € par an de chauffage pour atteindre péniblement 17 degrés. Il est impossible que je sois la seule, chers collègues, à recevoir dans ma permanence ces femmes et ces hommes démunis face à la précarité énergétique.
Nous avons déjà débattu dans cet hémicycle du principe de tarification progressive de l'énergie. Et le gouvernement a prévu d'étendre la protection contre les coupures d'électricité et de gaz aux bénéficiaires des tarifs sociaux. Mais aujourd'hui, plus de 50% des ayants droit ne bénéficient pas des aides aux impayés d'énergie ni de tarifs sociaux. Ce n'est donc pas en rendant le chauffage moins cher que nous réglerons le problème des passoires énergétiques. Les Français attendent de nous des mesures rapides pour améliorer leur pouvoir d'achat. Voici un levier efficace que le gouvernement peut actionner. La construction de logements énergétiquement sobres par les secteurs privés et publics doit donc être une priorité absolue. Mais la construction ne peut pas tout et la rénovation thermique doit aussi être réalisée à grande échelle. Madame la ministre, la question posée hier par ma collègue et amie Véronique Massonneau portait sur le droit de mourir dans la dignité. Quelles seront vos actions pour qu'enfin tous nos concitoyens puissent vivre dans la dignité? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Isabelle Attard. Ma question s'adresse à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Lundi 21 janvier 2012, matin, à Rouen, dans l'usine Lubrizol, une fuite de gaz mercaptan se produit dans un four. Le mercaptan, de son vrai nom méthanéthiol, est un produit toxique, nocif par inhalation. Le soir même, un arrêté préfectoral stoppe l'exploitation de l'usine, mais dans la nuit, le mercaptan se propage jusqu'à Paris. Mardi matin, Madame la ministre, vous vous rendez sur place. Les odeurs ont provoqué maux de tête, problèmes respiratoires et vomissements. C'est une situation surréaliste en matière de gestion des risques industriels. Où sont les problèmes? Problèmes d'information ou devrais-je dire problèmes de désinformation? Est-ce normal que la population de Rouen jusqu'à Paris soit avertie de ce problème par des réseaux sociaux comme Twitter? Problème de sécurité. Effectivement, on décrète que ces nausées sont sans conséquence sur des personnes bien portantes, mais les personnes fragiles, pour elles, ce n'est absolument pas anodin. Problème de protection, enfin. Les PPRT émettent des recommandations pour la protection des riverains, mais encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour qu'enfin les plans de prévention des risques technologiques autour des usines classées Seveso soient achevés? Je reprécise que l'agglomération de Rouen compte 71 sites classés Seveso. Est-ce que vous appuierez notre demande de constituer un fonds public d'aide aux résidents pour la réalisation des travaux prescrits dans ces PPRT? Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le ministre, votre projet de loi pour la refondation de l'école prévoit à son article 55 une modification positive du Code de la propriété intellectuelle. Le lien entre l'éducation et le Code de la propriété intellectuelle peut paraître ténu, il est pourtant bien réel. Le député Jean-Michel Fourgou a rendu en février 2012 un rapport sur l'innovation des pratiques pédagogiques par le numérique et la formation des enseignants. Il s'y trouvait une mesure forte, la création dans le système juridique du droit d'auteur d'une exception pédagogique facilitatrice et durable. Le principe de l'exception pédagogique au droit d'auteur existe déjà dans le Code de la propriété intellectuelle. Il est donc déjà reconnu comme important que nos enseignants et nos chercheurs puissent utiliser des œuvres de l'esprit dans le cadre de leurs cours. C'est un usage normal et il serait aberrant de demander à chaque école de payer un artiste à chaque usage d'une œuvre par un enseignant. Mais ce principe d'exception est actuellement limité, lui-même par de nombreuses exceptions. Votre projet de loi prévoit à son article 55 de retirer l'interdiction de réutiliser des œuvres réalisées pour une édition numérique. Monsieur le ministre, je vous félicite pour cette décision, mais il reste de nombreux points de blocage qui laissent nos enseignants et nos chercheurs dans une incertitude juridique insupportable. Par exemple, cette exception pédagogique est aujourd'hui compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Deux problèmes sont nés de ce principe. D'une part, les négociations ont parfois duré plus d'un an, ce qui a créé un vide juridique durant ce laps de temps. D'autre part, ces négociations ont débordé du simple cadre de la rémunération pour inclure de nouvelles limitations à l'exception. Ces nombreuses limitations contractuelles ont inutilement compliqué la tâche des enseignants, au point qu'il faut à présent une solide formation en droit pour savoir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si vous comptez encore améliorer le cadre juridique de l'exception pédagogique au droit d'auteur, comme nous vous l'avons proposé au travers de nombreux amendements? Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle Attard.
Monsieur le Président, chers collègues, le groupe écologiste s'associe à son tour à l'hommage de la Nation à Pierre Mauroy. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Un projet de règlement européen sur la protection des données personnelles est actuellement débattu au Parlement européen. Il vise à mieux protéger les citoyens face aux nouveaux dangers de la dissémination de leurs données personnelles. Les grandes entreprises informatiques telles que Google, Microsoft, Facebook ou Apple ne supportent pas cette volonté de protection des citoyens. Elles ont d'ailleurs lancé une opération de lobbying d'une ampleur inégalée. Il existe donc un risque sérieux que ce projet de règlement soit vidé de son sens. Les risques sont nombreux. Les données de Facebook permettent déjà de déterminer les affinités politiques ou l'orientation sexuelle, même lorsqu'elles ne sont jamais affichées. Jeudi dernier, le lanceur d'alerte Edward Snowden, ancien de la CIA et de la National Security Agency, a révélé au Guardian l'existence du programme PRISM. Ce programme permet au gouvernement américain d'accéder aux données des serveurs des géants de l'informatique. Google, Facebook et d'autres fourniraient sur simple demande tous les renseignements personnels, mails ou photos des internautes non américains. La réponse de ces entreprises est que seuls ceux qui ont quelque chose à cacher devraient être inquiets. Mais la privauté des opinions personnelles est pourtant la base de notre démocratie. Dans les années 30, les Pays-Bas ont organisé, avec un système IBM, un recensement religieux de leur population pour déterminer le financement des cultes. Lors de l'invasion des Pays-Bas en mai 40, ce fichier a permis aux nazis d'éliminer les juifs très rapidement. Ceci démontre bien qu'une base de données personnelles de toute la population européenne peut avoir des usages infiniment plus inquiétants que ne le disent leurs promoteurs. Madame la ministre, vous avez annoncé un projet de loi protection des données personnelles en février dernier. Quand sera-t-il présenté en Conseil des ministres? Quelles mesures prendra le gouvernement pour s'assurer que les entreprises et le gouvernement américain n'accèdent pas à des quantités effarantes de données privées des citoyens français? La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, nous saluons cette bonne nouvelle concernant les otages français et nos pensées vont aux 7 autres otages ainsi qu'à leurs familles. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail. Je profite de cette question pour vous proposer un changement des règles de notre Assemblée. Nous posons nos questions au ministre en 2 minutes. Nos performances ne s'améliorent jamais. Nous semblons incapables d'augmenter notre productivité. Je vous propose qu'à compter de novembre, chaque député dispose d'une seule minute, puis en décembre de 30 secondes. Nous serons ainsi efficaces et productifs. Cela vous paraît aberrant, injuste? Tant mieux. Car aujourd'hui, la une du monde diplomatique est consacrée à Amazon, une entreprise à la politique managériale très rigide. Amazon choisit un lieu déclassé, avec un fort taux de chômage. Ils obtiennent ainsi des aides financières et une image de bienfaiteur. Ils recrutent un grand nombre d'intérimaires en promettant un CDI au meilleur. Amazon organise ses entrepôts de manière staccanoviste. Le salarié ne dispose d'aucune autonomie. Une machine lui dit où aller, quoi faire. Chaque déplacement est mesuré. Chaque ralentissement provoque un rappel à l'ordre des contremaîtres. Amazon ne demande pas une production fixe à chaque employé. Il doit simplement faire mieux que la veille. C'est donc une course perpétuelle qui ne mène qu'à l'épuisement et à l'abandon. Ces conditions de travail que nous refuserions en tant que parlementaires, comment seraient-elles acceptables pour d'autres? Amazon prétend créer des emplois alors qu'ils en détruisent bien plus dans les chaînes de distribution et surtout chez les libraires indépendants. Ces destructions d'emplois sont pourtant subventionnées par les collectivités locales. Alors qu'Amazon pratique abondamment l'évasion et l'optimisation fiscale, le manque à gagner se chiffre en centaines de millions d'euros. L'inspection du travail intervient régulièrement dans cette entreprise, mais la loi du silence impose aux salariés par le règlement intérieur, complique la tâche de ceux qui enquêtent. J'ai aussi été averti que l'intégralité des données personnelles des salariés serait transmise au siège de Seattle. Monsieur le ministre, nous vous demandons de lancer une enquête globale sur les pratiques d'Amazon envers ses salariés en y associant la CNIL au vu de l'automatisation poussée de l'organisation. Question de Madame Isabelle Attard à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social sur la simplification du régime du chômage partiel. La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la ministre, ma question s'adresse au ministre du Travail et porte sur la simplification du chômage partiel en France. Aujourd'hui, 5 662 800 Français sont au chômage. Il faut y ajouter 1 318 000 Français qui souhaitent un emploi sans être officiellement chômeurs. Depuis les années 70 jusqu'à la récente loi sur la sécurisation de l'emploi, on entend répéter que faciliter les licenciements, c'est faciliter les embauches. Le compte n'y est pas. Je souhaite attirer votre attention sur une des causes du chômage, les licenciements économiques dans les entreprises qui traversent des difficultés passagères. Pour diminuer de manière importante leurs coûts salariaux,
Ces entreprises doivent licencier une partie de leurs salariés. Les dirigeants sont perdants. En licenciant, ils se privent de l'expérience de leurs salariés. Et en cas de reprise de l'activité, ces départs sont difficilement remplaçables. Les salariés licenciés sont évidemment perdants. Les salariés maintenus sont perdants. Les licenciements augmentent la pénibilité du travail. Il y a pourtant une solution efficace à ce problème, le chômage partiel. C'est une solution lourde, visiblement, à appliquer en France. Le Canada sait le faire simplement. Après une procédure rapide, le temps de travail des salariés est réduit. La réduction maximum est de 40%. Les salaires sont baissés en proportion, mais les salariés reçoivent un deuxième chèque de la part de l'assurance chômage. Ce chèque vient compenser la perte de salaire pour les maintenir à 95% de leur salaire habituel. Les dirigeants sont gagnants, leurs dépenses salariales sont diminuées pendant la durée de leurs difficultés. Si leur carnet de commandes se remplit, ils peuvent remonter le temps de travail. L'assurance chômage est gagnante. L'indemnisation de quelques salariés à temps partiel coûte bien moins que l'accompagnement et l'indemnisation de vrais chômeurs. Enfin, les salariés sont gagnants, ils ne sont pas licenciés et leurs revenus diminuent peu. Il faut s'assurer qu'en cas de licenciement à terme, leur indemnisation chômage soit calculée sur leur revenu complet et pas sur le montant partiel. Ce système de chômage partiel, facile à mettre en place, serait une solution utile aux difficultés que rencontrent certaines de nos entreprises. Je pense notamment aux TPE et aux PME qui sont plus fragiles. Madame la ministre, pensez-vous simplifier le chômage partiel français pour mieux protéger nos entreprises et nos salariés? La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame Fioraso, vous aviez annoncé la création de 1000 postes dans les universités. Mais comment voulez-vous qu'elles recrutent lorsqu'elles peinent à chauffer les amphithéâtres, comme j'ai pu le constater à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, ou encore à Nantes, où il n'y a pas assez de laboratoires de travaux pratiques pour tous les étudiants? Parallèlement, l'Agence nationale pour la recherche investit dans du matériel performant, comme des spectrophotomètres de masse ou des télescopes, mais il n'y a plus assez de techniciens et d'ingénieurs pour les faire fonctionner. Nous avons certes des prix Nobel et des médailles Fields, résultat des politiques volontaristes passées. Nous avons surtout des enseignants-chercheurs, médailles de bronze, d'argent et d'or du CNRS, qui perdent jusqu'à 80% de leur temps à trouver des financements au lieu de le consacrer à enrichir nos connaissances. L'argent est disponible, il est attribué au crédit impôt recherche. La Cour des comptes a conclu, c'est une niche fiscale inefficace. Nous pourrions en faire un outil au service des PME, notamment par un plafonnement pour limiter l'effet d'aubaine des multinationales. Les élus socialistes le réclamaient jusqu'en 2012, c'est ce que nous continuons d'exiger depuis. Aujourd'hui, nous finançons la recherche privée, quelle qu'elle soit. Et la recherche publique est restreinte à la recherche appliquée par les priorités fixées par votre ministère. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Vous l'aurez compris, mon groupe et moi-même sommes excédés de voir comment l'enseignement supérieur et la recherche sont considérés dans notre pays, mais pas plus que les 50 000 précaires du secteur, pas plus que les 700 directeurs d'unités de recherche qui risquent de démissionner administrativement. Nous nous acheminons rapidement vers un blocage complet. Qu'attendez-vous pour réagir? Qu'il n'y ait plus de prix Nobel attribués à des Français? Voilà la situation de l'ESR dans notre pays aujourd'hui. Voilà les questions qui attendent aujourd'hui des réponses et des actions de votre part. Merci. La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail. Nous recevons aujourd'hui une délégation de députés suédois. Welcome. Nous avons beaucoup à apprendre des pratiques suédoises pour approcher de l'égalité entre femmes et hommes. Je pense notamment à toutes ces femmes qui retrouvent une activité professionnelle grâce au système de crèche à prix accessible dès le plus jeune âge. Cette année encore, les femmes ont dû travailler beaucoup plus pour gagner autant. L'Equal Pay Day a eu lieu le 26 mars en France. Chaque Française a travaillé en moyenne 2 mois et demi de plus pour gagner autant que ses collègues masculins. Nous ne pouvons ignorer ces chiffres. Monsieur le ministre, depuis hier, des chercheurs et chercheuses, responsables RH, associations et syndicats sont opposés à la suppression des outils de l'égalité professionnelle prévus dans votre projet de loi sur le dialogue social, sans parler d'Yvette Roudy, auteure de la première loi sur ce sujet en 1983. Les chiffres, vous les connaissez. 27% d'écart de salaire, une femme sur 3 à temps partiel, 0 femme à la tête du CAC 40, ou encore une femme sur 5 victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Vous avez hier répondu à une partie des inquiétudes
en annonçant un amendement gouvernemental. Intégrer dans la base de données unique les indicateurs du rapport de situation comparée est une bonne chose. Il reste cependant à améliorer des points fondamentaux. Le rapport de situation comparée est toujours supprimé. Il est pourtant un outil incontournable pour sensibiliser à l'égalité dans les entreprises et sert de point de départ aux négociations. La négociation spécifique égalité professionnelle disparaît elle aussi. En noyant ce sujet, le risque est grand que la thématique recule dans les entreprises. Vous dites que les sanctions sont maintenues, mais comment vous y prendrez-vous pour les faire appliquer sans moyens humains? Vous avez hier apporté une première clarification. C'est une bonne nouvelle. Il faut maintenant, s'il vous plaît, clarifier les autres points. Merci, madame. La parole est à madame Isabelle Attard. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Le monde de l'agriculture est en crise. Le modèle actuel incite à produire toujours plus et donc à s'endetter lourdement. Ce modèle est le principal responsable des manifestations paysannes. C'est pour lutter contre cette détresse et l'isolement que des associations comme Solidarité Paysans ou Filière Paysanne se mobilisent chaque jour à leur côté. Avec votre plan d'urgence, si nous désendettons aujourd'hui, est-ce pour réendetter demain? Vos baisses de charges sont autant de baisses des retraites futures des agriculteurs. Utilisons plutôt cette période pour revoir en profondeur le modèle agricole de notre pays. Il y a d'autres choix que la résignation face aux fluctuations des marchés internationaux si volatiles. La stabilité doit venir des commandes publiques, vous l'avez rappelé ce matin. Aujourd'hui, 80% de la viande consommée en restauration collective provient de l'importation, tout comme 30% du lait bio. Dans le Bessin, la filière du lait bio bien organisée permet aux éleveurs de ne pas subir la chute des prix et de vivre de leur travail. Les sympathisants écologistes ne sont pas les seuls à vouloir manger sainement, c'est le souhait de tous les Français. Certaines collectivités ont déjà choisi. Ce sera du bio et local dans les restaurants scolaires. Ce fut le choix de Maurice Vincent, maire de Saint-Étienne en 2009. Paris gagné en 2014. La ville achète 100% d'aliments bio, principalement locaux. Elle a été suivie par le département de la Loire et la région Rhône-Alpes et ça marche. Veut-on multiplier les fermes-usines ou souhaite-t-on garder nos paysans en France? Si oui, quel modèle économique leur proposerez-vous? Je cite le rapport de notre collègue Brigitte Allain. Si relocaliser notre alimentation est un véritable défi pour l'économie de notre pays, la création de richesses pécuniaires, culturelles, patrimoniales est aussi un levier considérable pour donner à l'agroécologie le tremplin dont elle aura besoin pour devenir un modèle de base de production alimentaire. Monsieur le ministre, comment comptez-vous favoriser la mise en place de stratégies alimentaires locales et structurer les filières pour qu'enfin nos paysans vivent dignement? La parole est à monsieur Stéphane Le Foll. La parole est à madame Isabelle Attard pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, madame la députée. Madame la Présidente, chers collègues, ma question reste à la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame la ministre, il y a 3 ans, j'interrogeais le gouvernement sur les retards et les surcoûts considérables du chantier de l'EPR de Flamanville. Le projet à 3 milliards d'euros venait de passer à 8,5. Le PDG d'EDF vient d'annoncer un nouveau report à 2018 de la mise en service de l'EPR et une réévaluation du coût 10,5 milliards. 2 ans de retard ajoutés en seulement 3 ans. Il n'y a aucune raison de croire cette nouvelle promesse d'EDF. L'EPR coûtera bien plus que les 10,5 milliards annoncés et ne sera pas lancé en 2018. À ces mensonges répétés s'ajoutent fraude et malfaçon. La société Bouygues Travaux Publics a été condamnée en juillet pour travail dissimulé et prêt de main-d'œuvre illicite. Plus grave encore, l'autorité de sûreté nucléaire n'a été informée qu'en 2015 de graves anomalies dans la composition de la cuve du réacteur, alors que ces anomalies étaient connues d'Areva depuis 2010. Selon Rémi Catteau, un des directeurs de l'ASN, a posteriori se pose la question de la culture de sûreté d'Areva. C'est à Areva que nous devrions faire confiance pour assurer la sécurité de la France face au risque d'accident nucléaire. Les douloureuses leçons de Fukushima sont-elles déjà oubliées? Aujourd'hui, des initiatives centrées sur les énergies renouvelables, telles qu'Enercop, démontrent qu'une alternative est possible. Les coûts de production d'électricité doivent prendre en compte le coût de démantèlement des centrales. EDF a-t-elle bien provisionné ces coûts? Madame la ministre, nous comprenons qu'il soit difficile de décider l'arrêt d'un chantier d'une telle ampleur. Tenir bon dans l'adversité est souvent une marque de courage, mais reconnaître ses erreurs est toujours courageux et responsable.
Comme il y a 3 ans, nous invitons le gouvernement à prendre une seule décision qu'il faut, celle de stopper la fuite en avant d'un chantier et d'une filière qui ne peut aboutir qu'à une catastrophe, au mieux économique, au pire nucléaire. Merci, Madame la ministre, à partir de combien de milliards supplémentaires? La parole est à Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Isabelle Attard pour le groupe écologiste. Rémi Fraisse a été tué il y a 1 an déjà. Pour beaucoup d'entre nous, il y aura un avant et un après ce 26 octobre 2014. Rémi Fraisse a été tué, sa famille et ses proches sont toujours en deuil. Nous ne pouvons pas réparer le mal qui leur a été fait, nous ne pouvons que faire œuvre de justice. Faire œuvre de justice, c'est répéter que Rémi Fraisse était pacifiste. Faire œuvre de justice, c'est aussi rendre son corps à sa famille pour qu'1 an après, il puisse enfin lui dire adieu. Faire œuvre de justice, c'est enfin demander des comptes à nos enquêteurs. Le journal Le Monde relevait cette semaine les incohérences découvertes lors de l'enquête. Témoignages contradictoires accablants des gendarmes, enquête citoyenne de la Ligue des droits de l'homme ignorée, préfet non auditionné par la justice. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'acte d'enquête depuis le mois de mars, alors que la responsabilité des forces de l'ordre dans la mort de Rémi Fraisse est avérée? Le président de la République s'est pourtant engagé à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Rémi Fraisse a été tué, nous ne le ferons pas revenir. Nous pouvons cependant faire en sorte que plus jamais un jeune désarmé ne soit victime de la force publique. Monsieur le ministre, nous y avons cru que la mort de Vital Michalon le 31 juillet 1977 à Cresse-Malville avait marqué la fin de l'utilisation des grenades offensives. 40 ans plus tard, la leçon n'a pas été retenue. Quelles mesures avez-vous prises pour interdire définitivement ces armes? Rémi Fraisse a été tué. Nous honorons sa mémoire. Les renoncules se sont répandus sur les réseaux, car nous n'oublierons jamais à quel point son engagement citoyen et pacifiste était sincère. Merci Madame. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. La parole est à Madame Isabelle Attard. On a changé de question. Allez. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, en 2008, la Banque Société Générale a annoncé avoir perdu 4 911 millions d'euros. La Société Générale se déclarait victime d'une escroquerie et accusait son employé, le trader Jérôme Kerviel. Le Conseil d'État a permis par le passé la déduction fiscale de pertes issues de détournements commis par les salariés d'une entreprise. La Société Générale a donc déduit 2,2 milliards de ses impôts à partir de 2008, avant même que sa plainte contre Jérôme Kerviel ait été jugée. Une disposition légale qui ne s'applique que pour les innocents a été utilisée par la Société Générale avant même qu'elle soit déclarée innocente par la justice, alors même que les preuves de la faute de la Société Générale s'accumulent. En juillet 2008, la Banque de France lui inflige un blâme et une amende de 4 millions d'euros pour carence grave du système de contrôle interne. Je cite, « Les lacunes du contrôle engagent la responsabilité de la direction ». En 2014, la Cour de cassation reconnaît que la faute revient à Jérôme Kerviel et à la Société Générale. Aujourd'hui, un nouveau procès en appel débute pour déterminer non pas l'innocence de la Société Générale, mais la part exacte de sa culpabilité. En 2015, la commandante de police chargée de piloter cette affaire, Nathalie Leroy, déclare au juge Leloir « J'ai la certitude que la hiérarchie de Jérôme Kerviel ne pouvait ignorer les positions prises par ce dernier ». La semaine dernière, c'est un témoignage de la magistrate Chantal Deléris qui s'ajoute. La Société Générale savait, c'est évident. Je peux comprendre qu'en 2008, le gouvernement ait laissé faire pour sauver une banque qui semblait victime d'un escroc. Aujourd'hui, la co-responsabilité de la Société Générale est confirmée de toutes parts. Monsieur le ministre, vous avez déclaré hier attendre un jugement définitif pour récupérer les 2,2 milliards. La logique voudrait que vous récupériez l'argent dès maintenant, quitte à permettre une déduction après jugement définitif. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances. La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Tout n'a pas été essayé contre le chômage. Nous voterons cet après-midi la loi d'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée et nous pouvons nous en féliciter. Il existe une autre solution contre le chômage, le revenu de base. C'est un droit inconditionnel, cumulable,
distribué par une communauté à tous ses membres, sans contrôle des ressources ni contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Notre système de protection sociale est trop souvent injuste. Nous mettons en place des allocations et les bénéficiaires n'y accèdent pas. Seuls 33% demandaient le RSA activité. Le gouvernement se félicite d'avoir atteint 50% lors du remplacement par la prime d'activité. C'est mieux, mais comment se satisfaire de laisser une personne sur deux passer à côté ? Combien de Français en situation précaire ne touchent aucune aide parce qu'ils dépassent un seuil arbitraire de quelques euros ? Enfin, nous assignons une armada de fonctionnaires au contrôle de paperasse, alors que tant de services publics, bien plus utiles, pourraient bénéficier de leur précieuse présence. Notre pays souffre du manque de solidarité. Tous ces problèmes peuvent être résolus par la création d'un revenu de base. Nous avons probablement tous chanté aujourd'hui qu'on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Alors que la France n'a jamais été aussi riche, la conclusion s'impose d'elle-même. Notre société doit répartir les richesses pour fournir à chacun le minimum vital. Les expérimentations à l'étranger sont nombreuses et bien documentées. Les effets bénéfiques du revenu de base sont connus. Meilleure scolarisation, baisse des arrêts maladie et surtout développement de l'entrepreneuriat. Madame la ministre, vous avez dit que le revenu universel est une belle idée qu'il faut étudier. Que compte faire le gouvernement ? Plus rapidement, mettre en place des expérimentations. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Isabelle Attard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les 36 741 mairies de France arborent la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Les Français voient la liberté mise à mal par la surveillance généralisée et l'état d'urgence. Ils voient la fraternité mise à mal en désignant comme suspects les 5 millions de Français binationaux. La semaine dernière, 11 députés socialistes se sont attaqués à l'égalité en verrouillant encore un peu plus l'accès à la principale élection de la Ve République avec la proposition de loi dite de modernisation de l'élection présidentielle. Depuis 1974, tout candidat à l'élection présidentielle doit récolter 500 parrainages d'élus pour être légitime. En 2012, 42 000 parrainages étaient possibles, mais moins de 15 000 ont été donnés. Les élus ont peur des représailles s'ils soutiennent d'autres candidats que ceux des actuelles grosses écuries. Je prédis qu'en 2017, les parrainages seront encore moins nombreux et vous irez encore verser des larmes de crocodile sur le taux d'abstention en hausse. La décision qui révolte les Français aujourd'hui, c'est l'égalité d'accès aux médias pour tous les candidats. Plus on est vu à la télévision, plus les sondages sont bons. Pour l'élection présidentielle, le système était honnête puisqu'il était fondé sur l'égalité des candidats durant 5 semaines. En partant du constat que le CSA fait mal respecter l'égalité du temps de parole entre les candidats, vous avez choisi de supprimer la règle là où il aurait fallu renforcer le gendarme. Ce principe républicain d'égalité vient d'être anéanti en réduisant de 5 à 2 semaines l'égalité de temps de parole. Remplacer l'égalité par l'équité en se basant sur les intentions de vote est parfaitement absurde puisque ce sont précisément les passages médias qui favorisent ces intentions de vote. L'objectif semble clair, Monsieur le Premier ministre, limiter le choix des Français à 3 bulletins, Parti socialiste, Républicain et Front national. Affronter le Front national au second tour semble être la seule chance d'être au pouvoir en 2017. Monsieur le Premier ministre, il est encore temps de faire machine arrière et de rétablir l'égalité du temps de parole durant la campagne présidentielle. Madame la ministre des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Ma question, effectivement, s'adressait à Madame la Ministre de la Santé et elle concerne le personnel de l'hôpital de Bayeux qui est en grève depuis le 22 février dernier. Cette grève est un épisode aigu. Elle révèle une angoisse constante qui, comme une maladie chronique, altère le bon fonctionnement de l'organisme. À Bayeux, depuis 2010, les prefs se succèdent avec réduction d'effectifs et efforts en tout genre. Les suppressions de lits puis de services se profilent dans toutes les têtes. Inquiétude confortée par la suppression d'activités à Aulnay-sur-Odon, qui est l'hôpital partenaire. Naissent alors des rumeurs délétères. Or, l'Agence régionale de santé communique peu, et quand elle le fait jamais clairement, elle n'annonce aucun plan à moyen ou long terme. Elle élabore des schémas régionaux d'organisation sanitaire sans concertation, et personne ne répond de l'avenir de l'hôpital. L'incertitude et l'absence de concertation sont les raisons de la colère. Alors, Madame la Ministre, le silence de l'ARS est-il normal ou simplement maladroit? Cette grève questionne le système de santé et l'avenir des services publics hospitaliers de proximité, surtout en milieu rural. Le droit à la santé, les chances de survie à un infarctus doivent être les mêmes, boulevard de Port-Royal à Paris ou rue du Fort Samson à Grand-Camp-Mézy.
Les futurs groupements hospitaliers de territoire doivent être au service des populations les plus fragiles. Fermer des lits de médecine à la campagne, faire travailler les équipes au seuil de sécurité en permanence, ce n'est pas offrir un service public de qualité et ce n'est pas bien traiter son personnel. La santé ne doit pas être soumise à des calculs financiers abstraits. Professionnels et élus locaux sont prêts à travailler à un plan de soins efficient. Nous attendons donc de l'ARS et de votre ministère, de l'humanité et du dialogue. Nous méritons tous, même habitant loin d'un CHU, une politique de soins efficace et bienveillante. Je ne peux imaginer que vous laissiez périr en silence la population du Bessin et du Prébocage. Comment comptez-vous lever le sentiment d'abandon des populations rurales et que comptez-vous faire pour qu'ils ne deviennent pas une réalité? Merci. Merci Madame. La parole. Merci. La parole est à Madame Isabelle Attard. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Depuis 30 ans, des dizaines de réformes législatives ont accru la flexibilité du travail. La courbe du chômage est impitoyable. Aucune de ces lois n'a amélioré la situation des salariés. La semaine de 35 heures est la seule réforme ayant porté ses fruits en nombre d'emplois créés. Vous pouvez critiquer, chers collègues, le rapport parlementaire de notre collègue socialiste Barbara Romagnan l'a démontré. La monstrueuse loi El Khomri a été écrite sous la dictée du MEDEF. Les articles inacceptables sont légion. Inversion de la hiérarchie des normes et casse des décennies d'évolution du temps de travail et des congés. C'est pourtant grâce à ces progrès sociaux que la France a les travailleurs parmi les plus efficaces et les plus productifs de la planète. Facilitation des accords offensifs et du licenciement économique. Les patrons voyous n'auront aucune difficulté à placer leurs filiales en pseudo-difficultés économiques pour justifier des licenciements ou faire un chantage au licenciement pour renier les conquis sociaux. Le médecin du travail est un protecteur indispensable. La loi El Khomri en ferait un outil de l'entreprise pour se débarrasser des malades, des invalides et des plus âgés. Votre gouvernement a fait semblant d'écouter en retirant quelques dispositions lors de l'examen en commission. C'était pour mieux ajouter des horreurs, comme l'exonération des cadeaux faits par les employeurs, estimés à 3 milliards par an. Cette loi ne simplifie pas le Code du travail, au contraire. Le groupe de recherche pour un autre Code du travail a fourni un travail remarquable. Nous l'avons déposé sous forme d'une contre-proposition de loi qui favorise l'emploi au lieu d'allonger le temps de travail, qui permet de consacrer son temps libre à autre chose qu'au repos, aux activités familiales, sociales. Cet héritage du Front populaire est essentiel. Madame la ministre, les Français sont dans la rue, les salariés, les dirigeants des petites entreprises refusent vos propositions. Vous n'avez pas de majorité pour voter cette loi. Revenez à la raison et acceptez nos amendements pour faire la seule réforme du travail utile. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi